Bonjour à toutes et à tous et à ceux qui nous rejoignent. Je propose qu'on commence tranquillement. Il y a peut-être encore des gens qui vont arriver, mais ce sera pendant l'intro, donc c'est pas très grave. Donc juste avant de démarrer, pour vous indiquer que ce webinaire est enregistré, ce qui permettra en fait de publier le replay sur YouTube pour les personnes qui auraient loupé l'événement ou en tout cas pour ceux qui voudraient peut-être revisionner ce qui aura été dit aujourd'hui. On a désactivé aussi automatiquement vos micros pour éviter les interférences. Donc, si jamais vous avez des questions à poser pour ne pas les oublier, vous pouvez utiliser l'outil conversation directement, donc via le chat. Et puis, à la toute fin de l'intervention, on essaiera peut-être d'ouvrir les micros si certains veulent prendre la parole directement. Voilà. Donc pour peut-être démarrer, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Eva Zaccaro, je travaille au sein de l'ARP Normandie, donc c'est l'association régionale de promotion de l'éco-construction. Je suis en fait en charge du développement de la filière chanvre et de la filière terre crue. Et on a la chance en Normandie d'avoir un soutien financier de la part de l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour mener des actions sur la filière chanvre en particulier. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on vous propose l'événement d'aujourd'hui. On a la chance d'avoir avec nous Sylvia Bourgoin qui va pouvoir du coup animer ce webinaire qu'on a intitulé Prescrire du chanvre dans le bâtiment, puisqu'on va s'intéresser surtout sur la partie prescription et conception. Et donc juste avant de laisser la parole à Sylvia, je voulais vous refaire un petit point de contexte pour vous resituer le programme Chanvre Normand. Donc on a la chance en fait depuis 2021, comme je vous le disais, d'avoir un soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, ce qui nous permet d'organiser notamment des visites de bâtiments, des démonstrations sur chantier. On propose aussi 1 à 2 sessions de formation pro-chanvre par an, donc via Construire en chanvre. On essaye aussi d'intervenir auprès des apprentis dans les CFA et également à l'école d'architecture de Rouen pour les étudiants architectes. On réalise aussi des fiches REX, donc ce sont des fiches de retour d'expérience sur des bâtiments soit construits, soit rénovés avec du chanvre. Vous avez la possibilité de télécharger ces fiches gratuitement sur le site internet. Donc là, c'est spécifique au chanvre, mais on en a aussi sur la paille, sur la terre crue, donc en fonction des filières. Toujours pour rester dans la documentation, on a rédigé aussi un livret de la construction en chanvre en Normandie, ce qui vous permet un peu d'avoir tout un récapitulatif de toute la chaîne, de toute la filière. On a imprimé aussi l'année dernière un annuaire des points de vente parce qu'on nous demandait souvent où est-ce qu'on pouvait acheter de la chêne-vote ou de la laine en Normandie. Et donc, on a proposé ce recensement pour faciliter l'approvisionnement. Donc, ça permet en fait aux particuliers, aux artisans d'aller directement dans les magasins de distribution ou auprès des agriculteurs en direct. On a également réalisé des vidéos. Donc, ce programme Chanvre Normand, on le copilote avec la Chambre d'agriculture. Donc, la Chambre d'agriculture, elle est plutôt sur la sensibilisation des agriculteurs. Donc, elle a réalisé une vidéo, par exemple, sur cultiver du chanvre, tous les avantages et les bienfaits de la plante. Et nous, l'année dernière, on a réalisé une vidéo sur plutôt la formation à la construction chanvre, donc à destination surtout des artisans et des architectes. Et puis, on propose aussi des podcasts sur différentes thématiques pour convaincre la maîtrise d'ouvrage d'utiliser ce matériau-là. Voilà un peu tout ce qu'on propose sur ce programme Chanvre Normand. Et puis, on a un outil sur le site internet de l'ARP Normandie qui est en fait la cartographie des acteurs de l'éco-construction. Et donc, ça recense en fait tous les praticiens, ceux qui mettent en œuvre, ceux qui conçoivent, ceux qui distribuent des écomatériaux. Et on a un filtre qui vous permet en fait de sélectionner directement la filière qui vous intéresse. Donc là, par exemple, le chanvre. Et donc, l'agence de Sylvia apparaît, est recensée sur cette carte. Donc voilà, ça vous permet en fait de vous mettre en relation directement avec les acteurs qui vous concernent.
Voilà rapidement pour une présentation du programme Chanvre Normand. Et donc, je vais laisser la parole à Sylvia qui va présenter du coup la suite de ce webinaire. Merci Eva. Bonjour à tous. Donc je suis Sylvia Bourgoin, je suis architecte donc de l'agence d'Alain et Bourgoin Architectes. Nous sommes deux associés donc avec Jérémy Dalin et on a fondé l'agence en 2020 pardon, c'est il y a 6 ans. On a dédié en fait notre pratique essentiellement à la réhabilitation et à la transformation des existants. Donc on met en œuvre plutôt des matériaux bio et géosourcés. On privilégie le réemploi dans notre pratique et on réfléchit donc à chaque fois à des réhabilitations économes en termes de moyens et innovants, on espère, en termes de mode d'habiter. On est aussi, alors donc c'est Jérémy Dalin qui est plutôt titulaire, mais enseignant à l'école d'architecture de Versailles, dans lequel on a monté un cycle de master sur 3 ans qui s'appelle Extraordinaire Ordinaire, où on a mis au point une méthode qui s'appelle les morphologies spatiales et dans laquelle on enseigne en fait la réhabilitation en milieu rural aux étudiants. On a fait ça en partenariat avec les CAUE de l'Eure. Donc on a travaillé par exemple sur 3 sites, donc la friche Ciré de la Porte à Brionne, le château de Cerquigny et l'ancienne laiterie de Quillebeuf. Et donc je fais un petit teaser, mais on prépare une exposition en fait de ces projets avec le CAUE de l'Eure à Évreux, normalement pour la rentrée de septembre ou d'octobre de cette année. Voilà. Euh, Notre agence donc est de base située à Paris, mais donc on a déménagé nous dans l'Eure et à terme en fait notre volonté c'est de travailler ici dans l'Eure et en région Normandie pour être au plus près de ce qu'on enseigne et aussi de notre pensée. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 2 projets sur lesquels on travaille. Donc c'est une transformation d'une maison à Saint-Éloi-de-Fourques dans l'Eure et ensuite la construction de 7 logements sociaux et un commerce pour la RIVP, c'est un bailleur social de la ville de Paris dans le 17. Donc c'est deux projets de logement, un pour des particuliers et puis un autre en habitat dense. Avant tout ça, donc les deux enfin ce qui rassemble ces 2 projets, c'est l'utilisation du béton de chanvre. Donc je vous faisais un petit récap sur le chanvre et ce qu'on utilisait en fait dans le bâtiment, mais je fais rapide parce que je ne sais pas si tout le monde est au point là-dessus. Le chanvre comme plante. Donc, ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est que c'est une culture française, en plus située plutôt dans la partie où nous sommes, en tout cas dans le nord de la France. C'est que c'est un circuit court, c'est une production locale. Donc, ça nous permet vraiment en fait de rebâtir petit à petit le lien qui peut exister entre agriculture et architecture et d'ancrer en fait vraiment les bâtiments dans leur environnement et, euh, et de comprendre et surtout d'arriver à remonter le fil de toutes nos dépendances, en fait, de tous les matériaux qu'on utilise, de toutes les techniques qu'on utilise. Donc nous, dans le bâtiment, on utilise la chaîne VOT, plus particulièrement. Donc c'est la partie centrale de la tige. La partie fibreuse, en fait, est plus normalement utilisée pour le textile ou pour des isolants aussi souples en laine de chanvre, par exemple, qu'on utilise plutôt en intérieur. Donc le granulat, donc la chaîne VOT, qu'on associe ensuite à un liant. Alors, ce qui est enfin, considéré comme technique courante, c'est le liant avec la chaux et de l'eau. Donc ça fait partie des règles professionnelles. Et ensuite, il y a un autre liant qui est hyper intéressant que moi, j'ai pas encore testé, donc je pourrais pas en parler ici, mais donc qui est à base de terre tamisée et d'eau. Et donc, ça fait un terre-chanvre et qui est ultra intéressant aussi. Et donc avec ces deux choses, on fait le béton de chanvre.
Ensuite, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques de mise en œuvre du béton de chanvre. Donc, il y a la technique des blocs. C'est des blocs préfabriqués qui se présentent un peu comme des parpaings. Il y a plusieurs fabricants, ISO-EMP, Biosys et d'autres. Donc ça a pas mal d'avantages parce que c'est déjà tout prêt. Il n'y a pas de temps de séchage véritablement à suivre et c'est manu portable, donc c'est assez simple. Après, pour tout ce qui est ouverture, etc., en fait, il faut couler pas mal d'éléments en béton dedans. Donc, du coup, en fait, il faut faire attention juste à ça. Il y a la technique du béton banché, comme pour du béton normal où on met le béton de chanvre entre banches. Il y a la technique ensuite des panneaux préfabriqués. Alors moi, à ce jour, j'ai visité juste l'entreprise Wallup, donc je n'en connais pas d'autres, mais voilà. Et ensuite, il y a la technique du béton de chanvre projeté. Donc là, sur les deux projets que je vais vous présenter, c'est la technique du béton de chanvre projeté qu'on a retenu. Alors, sur le projet, alors si peut-être ce que je vous ai pas dit juste, c'est au niveau du béton de chanvre, c'est pas une technique non plus très ancienne, en fait, c'est quelque chose d'assez récent, puisque le premier bâtiment, il date de 1987. Donc c'est un truc assez récent finalement. Et il sert à réaliser des murs isolants ou des toitures ou des parois horizontales, des dalles sur terre-plein ou des planchers intermédiaires. Et la technique qui est encadrée par les règles professionnelles, donc les dernières règles professionnelles, elles datent de juillet 2024 et elles ne concernent que les parois verticales. Donc on peut, elles ont débloqué en fait le problème d'utilisation du béton de chanvre dans la hauteur. Donc on peut monter maintenant jusqu'à 28 mètres au dernier plancher desservi. Et quand on fait un mur avec un enduit extérieur, un enduit à la chaux, il faut faire un test air au vent en laboratoire au-delà du niveau R+3. Donc, pour les maisons de particuliers, les habitations, pas de souci dans l'utilisation. C'est juste quand on est après en logement collectif et qu'on monte. Donc là, il y a quand même quelques règles qui sont à prendre en compte et quelques impacts en fait économiques de tests en laboratoire et autres. Donc le projet de Saint-Éloi, l'Arbre au Loup, en fait, donc c'est, le terrain, il est issu en fait d'un découpage parcellaire d'une ancienne, ferme, qui est située dans un petit bourg, dans un petit village. Donc c'est du terrain agricole, donc inconstructible et en fait, ce que les anciens propriétaires ont fait, c'est qu'ils ont découpé le terrain avec un bâtiment, une dépendance agricole sur chaque terrain qui, avec un certificat d'urbanisme, donne, la capacité de transformer, les bâtiments agricoles. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc c'était un ancien four à pain, qui était, bon, en très, très mauvais état, c'est ce qu'on voit ici. Le four, la partie du four avait déjà, disparu. Heu, mais ce qui nous intéressait, pas mal ici, en fait, c'était, de conserver, alors peut-être on peut revenir juste, excuse-moi Eva, sur le voilà, exactement. Ce qui nous intéressait ici, c'était, en fait, le très grand toit, qui et son rapport, au sol. Donc avec, en gros, il y a juste 2 mètres entre la rive du toit et le sol. Et du coup, c'est ce qu'on a cherché à retrouver parce que donc le certificat d'urbanisme nous donnait la possibilité juste de reconstruire, enfin, dans la même emprise, et de faire une extension, si on le souhaitait. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est de récupérer la même emprise, la même morphologie spatiale, puisque c'était ça qui nous paraissait intéressant. Et ensuite, donc là, tu peux avancer, voilà, parfait. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on a quand même, en fait, la charpente était assez chouette. On a récupéré, tous les éléments qu'on pouvait récupérer du bâtiment, existant. Donc le charpentier, a démonté, toute la charpente, en bois et l'a ré ce qu'on voit dans les photos, l'a réparée, en atelier et ensuite, donc nous, on en a profité quand même pour, refaire des fondations, en bonne et due forme.
Pour pouvoir conserver justement ce rapport au sol du toit de 2 mètres, on a profité de la création des fondations pour creuser légèrement le niveau du rez-de-chaussée qui est un tout petit peu encaissé par rapport au terrain naturel. Et après, bah, on est venu réinstaller toute la charpente. Donc le charpentier a gruté toute la charpente réparée. Ce qu'on a juste fait ici, qui est un aparté, c'est on a isolé la toiture avec un procédé qui s'appelle le sarking. Donc, c'est des fibres de bois qu'on a mis, on a isolé en fait la charpente par l'extérieur avec 26 centimètres d'épaisseur de fibres de bois. Et ensuite, on a mis l'ardoise. Donc le plan, alors la maison, elle n'est pas très grande, l'emprise au sol, donc c'est 50 mètres carrés. Elle fait 80 mètres carrés en totalité. Et ce qu'on a fait, c'est que donc il y a juste une pièce à vivre au rez-de-chaussée avec 2 chambres sous les toits. Elle était plutôt bien orientée parce que toute sa grande façade était exposée sud. Donc, en fait, on a juste décomposé la façade en 2 parties avec un gros mur épais de 30 centimètres sur la façade nord et en retour des façades est et ouest, et une grande baie vitrée tout le reste, surtout au sud, pour capter l'énergie du soleil. Et ensuite, un petit focus donc sur comment on a mis en œuvre le béton de chanvre ici. Donc c'est l'entreprise et c'est Fournier Maçonnerie, je crois, qui est venu nous mettre en place le béton de chanvre. Donc on a créé ici une structure en bois, une ossature en bois. Donc la façade n'est pas porteuse, il s'agit juste d'un remplissage. Ici, on avait choisi, nous, un enduit, un enduit à la chaux face extérieure et un enduit à la chaux aussi en intérieur. Et donc, en fait, on fait cette ossature bois et on vient projeter sur un coffrage qu'on enlèvera juste après la projection. Voilà, il tire à la règle et voilà. Et on a laissé sécher pendant un certain temps. Ce qui était pas mal ici, et donc c'est une maison particulière, donc en intérieur, on a laissé un enduit à la chaux. Et c'est le maçon qui. Alors, l'enduit à la chaux extérieur, là, c'est vraiment une formulation et qui doit être validée aussi pour pouvoir être posé sur du béton de chanvre. En intérieur, il y a un tout petit peu moins d'obligations. Il faut juste prendre soin de laisser respirer la paroi. Donc ici, c'est un enduit que le maçon a préparé in situ avec un petit sable de rivière qui laisse apparaître les granulats et mélangé à de la paille de chanvre. Donc voilà, ça permet aussi de retrouver le matériau, le chanvre, même en finition intérieure, ce qui est hyper intéressant. Et ce que je peux dire ici, en fait, on voit oui, effectivement, on voit la matière juste après, plus zoomé. Donc à gauche, c'est le béton de chanvre enrobé avec la chaux au moment de la projection. Et à droite, c'est le fini. Donc ça, c'est le fini plutôt intérieur. Au niveau de la projection, il y a différents types, ça j'en ai pas parlé, mais il y a différents types de projections. Et là, la technique qui a été employée, c'est qu'ils ont d'un côté une machine qui permet en fait d'envoyer le chanvre, la chaîne vote toute seule. Donc c'est ce qui passe par ce qu'on voit sur le tuyau blanc. Et ensuite, il y a une autre machine de l'autre côté qui mélange la chaux et l'eau et qui arrive par les tuyaux noirs. Donc, il y a trois buses qui entourent la partie du chanvre. Et en fait, le mélange chaux-chanvre, il se fait à la sortie de la buse. Donc, ça vient enrober la chaîne vote au moment de la projection. C'est ce qui permet aussi d'emprisonner de l'air et en fait de continuer à avoir la qualité isolante du béton de chanvre et de lui donner ses propriétés hygroscopiques. Il y a une autre machine qui existe avec laquelle nous, on n'a pas travaillé, mais qui est une sorte de très gros mélangeur où on mélange d'abord et ensuite on projette. Heu, voilà, mais celle-là, nous, on ne l'a pas utilisée dans les 2 chantiers que je vous présente. Et puis, juste ce que je voulais rajouter sur cette maison, donc on vit dedans, nous. On vit dedans depuis l'été dernier.
Donc, on enregistre un peu tous nos paramètres, on regarde comment ça évolue, comment ça fonctionne, comment ça vit. Parce qu'en fait, au-delà, bon, après, on a 30 centimètres, donc on a des bonnes, partout, on a des bonnes résistances thermiques des parois, mais au-delà de juste ce phénomène de résistance thermique, en fait, ce que ça apporte vraiment, c'est un vrai confort intérieur parce que donc il a une capacité hygroscopique, le béton de chanvre. Donc c'est la capacité à stocker et à déstocker l'humidité. Donc il gère en fait les variations d'humidité. Ce qui fait qu'en fait, en hiver, on a plutôt une sensation de paroi chaude et en été, plutôt une sensation de paroi froide. Donc en fait, alors nous, on a quand même une VMC, mais donc Laurent Mouly, ingénieur, avec qui on travaille pour l'autre projet, ils sont en train de travailler sur une étude pour pouvoir voir si on peut se passer ou pas on pourrait se passer ou pas de VMC avec le béton de chanvre qui permet justement la régulation en fait de la vapeur d'eau ambiante. Et surtout, en fait, bah, ça permet aussi de faire des économies en chauffage. Euh, En formation, on nous dit que les économies de chauffage, c'est environ 20%. Là, ici, en vrai, on a pas, enfin, par exemple, pour cet hiver, donc nous, on est chauffé juste avec un poêle à bois. Et en fait, cet hiver, pour une maison donc en gros 100 mètres carrés d'emprise au sol, on a utilisé un peu moins de 4 stères de bois, donc c'est pas énorme. Donc on va finir la saison pour aller jusqu'à cet été, parce qu'en été aussi, ce qui est intéressant, c'est le déphasage du béton de chanvre qui va jusqu'à 12 heures. Donc on va aussi enregistrer cette partie-là. Mais en tout cas, en termes de confort d'habiter, c'est vraiment quelque chose de réel. En fait, il a le béton de chanvre a une vraie valeur ajoutée en fait à l'intérieur. Ensuite, eh ben, donc, je vais vous parler du projet donc, de 7 logements sociaux et un commerce pour la RIVP donc, à Paris. Donc, c'est un projet qui est en cours. Il devrait être livré pour la fin de cette année. Donc ici, donc le projet vite fait, c'est une petite parcelle pardon, qui fait 6 mètres de large par 25 mètres de profondeur. C'est une dent creuse en fait, c'est à côté de la place de Clichy, donc en plein centre-ville très très dense. La problématique ici, c'est le bâtiment, en fait, les 7 logements devaient tenir. On le voit en fait, il y a une partie là des bâtiments, mais on devait s'accoler beaucoup aux mitoyens qui sont tout autour de la parcelle, parce qu'on ne voit pas ceux qui sont à droite de l'axo, parce qu'on a coupé. Mais donc c'est un gros projet de parois mitoyennes, d'adossement aux parois mitoyennes. Donc on a un bâtiment sur rue qui reçoit donc le rez-de-chaussée avec un petit commerce et il y a deux pièces et ensuite un 3 pièces en duplex au dernier niveau. Et ensuite le bâtiment sur cour où il y a des annexes du commerce en rez-de-chaussée et ensuite des studios, un studio par étage pour le bâtiment sur cour. Et ensuite, on peut passer peut-être. Voilà, donc ça, on voit comment on a organisé ça dans la parcelle. En fait, on a déporté les deux noyaux, l'ascenseur et l'escalier dans chacun des bâtiments. Et ensuite, les coursives, en fait, c'est comme ce qu'on a voulu faire, c'est un hall à ciel ouvert. Donc, c'est des coursives qui desservent l'ensemble des logements. Et parce qu'on avait aussi une obligation de cour commune à respecter entre les bâtiments voisins. Et la composition structurelle donc, de ce bâtiment-là, c'est donc on a fait une structure en poteaux dalles béton. On a essayé donc, de limiter l'emploi du béton au maximum. On l'a quand même utilisé pour la structure. À cause de gabarits, en fait, on a des hauteurs à respecter et pour pouvoir avoir un maximum d'étages, il y avait malheureusement que le béton qui nous permettait de passer avec 20 centimètres d'épaisseur et enfin, pour avoir un étage en plus. Et ensuite, les façades, ce sont des façades à ossature bois avec remplissage en béton de chanvre. Et ensuite, en rez-de-chaussée, on a une façade en pierre porteuse qui est autoporteuse, juste sur le rez-de-chaussée.
Et donc ici, la spécificité, c'est que, donc là, on voit, alors maintenant, c'est un peu plus avancé, mais donc sur rue, on voit la structure, donc la photo de gauche, c'est la structure, en béton et sur, la photo de droite, la structure en bois, qui sert au remplissage des façades. Heu voilà et donc la méthodologie ici, c'est exactement la même alors sur les façades qui donnent, sur rue, sur cour ou sur courette, c'est la même méthodologie que celle présentée dans la maison. C'est une ossature bois, donc on répond, au DTU, des ossatures bois. Heu, donc l'ossature, elle est complètement noyée à l'intérieur, du béton de chambre. Donc là aussi, on a une trentaine de centimètres, d'épaisseur de mur, en béton de chambre. Heu et alors là, la spécificité par rapport à la maison, c'est que par contre, c'est du logement social donc le bailleur, voulait pas d'enduit, à la chaux à l'intérieur parce qu'il y a des risques de dégradation quand même assez importants. Donc la technique qui est utilisée ici, c'est, alors ce qui avait été prévu au démarrage, c'était de projeter directement sur un fermacelle intérieur et ensuite on garde le fermacelle comme finition intérieure. Donc ça, c'est une technique, qui a été, heu, qui a été utilisée, plusieurs fois par, LM Ingénierie, sur plusieurs projets, réalisés, en région parisienne. Donc nous, c'est ce on avait prévu, qu'on a réalisé sur une partie des façades. Après en cours de chantier, l'entreprise a changé de méthodologie, et elle a plutôt projeté sur un coffrage perdu à cause en fait, des mitoyens et des rebonds, en fait, du béton de chanvre qui sont occasionnés pendant la projection, parce que ça et en fait, on a en fait, ils projetaient depuis un échafaudage qui fait 60 centimètres de large, donc ils n'avaient pas assez de recul pour les lances et cetera. Donc voilà, ils ont préféré, repasser par l'intérieur et ce qui permet aussi quand même par l'intérieur, ce qui était pas mal, c'est qu'ils ont récupéré, le rebond de la projection et pour l'utiliser, parfois pour, les mitoyens ou parfois pour d'autres zones. Et ensuite, la mise en œuvre des façades mitoyennes, donc c'est ça qui est, si on peut revenir juste avant ouais, merci. C'est ça qui est, un peu enfin, qui est intéressant sur ce projet-là. Hem, alors si, le contexte de ce projet, c'est un vieux projet, hein, qui a été fait, qui a été initié en 2020, donc on est en RT 2012 encore. Heu et au moment où on a démarré, lancé le projet, on était encore sous les règles professionnelles qui dataient de 2012. Donc, on a commencé à lancer le projet avec une demande d'ATEX parce qu'on était en technique non courante, parce qu'on allait au-delà du R+2. Et donc on avait toute une procédure d'ATEX qui était en cours avec le CSTB et avec LM Ingénierie qui nous aidait à piloter qui pilotait ça, hem, qui pilotait cette partie, essais en labo et protocole. Et donc en cours de route, on avait déjà démarré le chantier et les règles professionnelles ont changé en juillet 2024, ce qui nous a permis de revenir en technique courante, mais comme on était en R+5, d'avoir recours aux tests air au vent à effectuer en laboratoire au CSTB. Hem et en fait, donc, dans ces nouvelles règles professionnelles, elles disent qu'on peut, finir les parois en chanvre avec un enduit extérieur ou alors un bardage ventilé. Pour les parois mitoyennes, c'était ni l'un ni l'autre, donc du coup, il a fallu, trouver des solutions et donc la paroi mitoyenne, elle, on la considère comme une paroi avec bardage ventilé, sauf que c'est le mitoyen d'à côté qui joue le rôle de bardage. Donc on a laissé une lame d'air, derrière entre les 2 bâtiments et ce que LM a dessiné, et mis au point comme technique pour ces murs-là, c'est de faire du préfa in situ, pour la partie structure bois. Donc c'est ce qu'on voit à gauche de la photo. Donc on a réalisé une structure bois, sur place et il y a un système de, feuillure, qui est mis en place. On tend à l'arrière de la structure une membrane, par pluie, par vapeur. On la remet en place en faisant très attention à tous les calfeutrements d'étanchéité à l'air, tout autour.
Il y a un système de petit litonnage derrière qui permet en fait de maintenir la paroi par pluie pour éviter qu'elle gonfle au moment de la projection, qui permet de maintenir la lame d'air derrière et qui permet aussi, au cas où un des bâtiments mitoyens serait démoli, de pouvoir après faire le bardage en question. Donc la maîtrise d'ouvrage s'est engagée à faire à réaliser le bardage extérieur si un des bâtiments à côté mitoyens venait à être démoli. Et donc, ensuite, après, sur cette paroi-là, on vient projeter normalement le béton de chanvre. Euh, voilà. Et ensuite, on va fermer avec du Fermacell. Et alors, ce projet, on a eu la chance d'être soutenu par la RIVP, qui a été vraiment, enfin, qui est toujours partie prenante dans le dans la recherche en fait, pour le béton de chanvre. Parce que donc, par exemple, comme on a changé, d'encadrement de règles professionnelles, enfin, on était en technique non courante, passé en technique courante, mais quand même avec des tests à faire en laboratoire. Donc en fait, on a, en plus du test air au vent à faire en laboratoire, qui a été obligatoire pour être accepté, la maîtrise d'ouvrage a quand même été d'accord pour conserver certains tests qu'on a fait aussi en plus. Notamment, on a fait une campagne d'essai de tests de séchage pour qu'on puisse mettre au point un plan d'assurance qualité béton de chanvre pendant le chantier, donc auquel nous on se réfère et auquel l'entreprise se réfère pour voir les temps de séchage, pour la mise en œuvre. Enfin, donc ça nous permet de faire un suivi du chantier plus sûr. On a gardé aussi des essais hygrométriques. On a fait des essais de caractérisation, de propagation de l'humidité à l'intérieur du béton de chanvre et des tests à la pluie battante. Et donc ça permet à LM Ingénieur en fait de récolter tout un ensemble de données ouais, tout un ensemble de données qui vont permettre en fait, ils vont réaliser l'étude WUFI sur le bâtiment et qui vont permettre d'aller au-delà des données qu'on a pour le moment dans les logiciels et d'aller un peu plus loin parce qu'en fait, il y a plein de caractéristiques du béton de chanvre qui ne sont pas encore vraiment bien quantifiées. Et les CAEV aussi, qui est vraiment assez contraignant. Nous, on a fait deux rounds. On n'a pas réussi le test AEV au démarrage. On l'a réussi au deuxième passage. Donc, ça nécessite un peu de temps à prévoir, de mise en œuvre de ce prototype. C'est un cadre avec... nous, c'est un prototype qui fait 2 mètres par 2,50 m avec l'inclusion de la fenêtre dedans. Et donc, on a regardé tous les passages où en fait l'eau peut s'infiltrer et tout ce qu'il a fallu mettre au point pour calfeutrer, enfin pour vérifier que l'étanchéité à l'air et à l'eau soit la meilleure possible. Et ensuite, eh bien, ce projet, il est intégré en fait dans un projet plus large qui s'appelle le projet Pythagore, qui est un projet de recherche qui est mené donc par LM Ingénieur, le CEREMA, le CODEM, le CSTB, TIPI et l'Université de Rennes. Et dont l'ambition en fait est de réaliser un retour d'expérience sur la construction en chanvre à partir de l'instrumentation de bâtiments. Et donc ce bâtiment-là, alors plus particulièrement le dernier, le logement au R+5, qui est en duplex, a été instrumenté. Donc on a des sondes qui ont été mises à l'intérieur du béton de chanvre, des sondes qui sont à l'extérieur sur le bord des parois. Des sondes aussi pour arriver à mesurer en même temps qu'on mesure le chanvre et ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe aussi à l'intérieur, en fait, comment les occupants vivent. Et ça va nous permettre, en fait, enfin, ça va permettre à la construction en chanvre de recueillir plusieurs données, en fait, pour in fine, mieux calibrer tous les modèles numériques et puis mieux intégrer le comportement du béton de chanvre parce qu'il y a tout ce côté hygroscopique qui est difficile en fait à intégrer dans les projets. Juste dans les calculs thermiques, c'est impossible de le valoriser à ce qui se passe réellement sur site. Et puis ça permettrait aussi de réduire les épaisseurs de parois parce que quand on fait simplement avec un R, en fait, on se retrouve avec des épaisseurs de parois qui sont très très grosses et donc avec une dépense aussi de matière qui n'est pas nécessaire.
Donc voilà. Donc c'était pour ouvrir, pour vous dire qu'en fait, il se passe encore plein de choses aussi au niveau de la recherche sur le béton de chanvre et que voilà, et que c'est un super matériau. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Sylvia. C'était très intéressant. Si certaines personnes ont envie de prendre la parole, j'ai réactivé les micros, donc normalement, vous pouvez intervenir ou alors écrire directement vos questions dans la conversation si certains sont timides. Alors, en attendant que les questions arrivent, moi j'en ai une de questions pour toi, Sylvia. Oui. Est-ce qu'à la rédaction du CCTP, vous avez fait le choix d'avoir un lot spécifique pour trouver une entreprise uniquement sur la partie isolation de chambre? Oui, alors donc sur les logements collectifs, on a un lot qui s'appelle donc ossature. En fait, on a tout mis ensemble. On a mis ossature bois, béton de chanvre et les enduits. Donc ça, c'est tout dans le même lot, c'est séparé. Alors, Ok, je ne sais pas si après ça se passe partout pareil, mais là, la RIVP, donc ils recherchent plutôt des entreprises générales d'accord. pour réaliser ces bâtiments-là. Mais après, ils font appel à des sous-traitants. Et là, la particularité, c'est que en région parisienne, en tout cas, au moment de l'appel d'offres, en gros, il y avait que 2 entreprises qui étaient capables de faire de la projection, de chambres, avec une demande qui est vraiment croissante, et donc avec des prix et des disponibilités d'entreprises qui étaient, impossibles. Et donc, ce qui a été fait sur le chantier, donc c'est l'entreprise BRB qui a projeté ici. Et ben, en fait, c'est l'entreprise générale qui s'est formée, à la construction en chanvre directement. Ils ont réalisé les ossatures bois directement aussi. C'est, LM Ingénierie, en fait, qui leur a fait toute l'exé, pour, l'ossature bois, les justifications D'accord. et qui les a accompagnés, en fait, là-dedans. Et donc, en fait, on a fait tous ensemble de la formation, en fait, et de la pratique directement, sur le chantier. Donc, Ok. voilà. Donc, en fait, de faire un lot spécifique, ça a permis aussi de faire ça, et d'adapter et d'avoir une plus grande flexibilité, ici. Ok. Intéressant. Et au niveau du passage anticipé des réseaux, puisque tout est noyé dans le béton de chanvre, donc est-ce que, par exemple, l'électricien, le plombier, pour eux, c'était aussi une première, j'imagine? Est-ce que toute cette Oui, coordination était à imaginer? Parce il faut sensibiliser en fait les autres corps de oui, métier. Hmm. ouais. Alors, on a je pense que toutes les réunions de chantier, on réexplique, on réexplique comment c'est le béton de chanvre. Hem, Après à mettre en place finalement les réservations, c'est vraiment pas compliqué en fait, c'est finalement, c'est assez simple. Et puis ça s'est fait plutôt, facilement. Il y avait nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a fait des réceptions, en fait, d'ossature bois avant que ça soit projeté. Mhm. Et donc on a passé chaque mur, en revue et du coup, on passait en même temps en revue, les passages de câbles, de réseaux et cetera. Ok. Donc ça demande un peu de coordination, mais finalement, pas beaucoup plus que sur quelque chose de classique et Ok. voilà. On a une question de Ludovic qui demande si le temps de formation était intégré au temps d'exécution du chantier. Alors nous, comme on a eu, donc le temps de formation, ils l'ont fait en cours de chantier, pendant le moment du entre le gros œuvre et puis l'ossature bois. Hem, Nous, comme on a eu un moment, très spécifique parce que je crois que c'est, un des premiers bâtiments qui va sortir avec les nouvelles règles professionnelles et qu'on s'est retrouvé entre ce passage de réglementation, en plus entre technique non courante et technique courante. Donc, on a eu un stop de chantier, en fait, à ce moment-là, pour la mise au point, en fait, des prototypes, qu'il a fallu tester au au CSTB, donc, en laboratoire. Donc, en fait, le temps de formation, il s'est intégré dans ce petit, décalage qu'on a eu. Voilà. Ok.
Mais Est-ce normalement, que... il n'y a pas ça après, en vrai. Oui, Enfin, bah oui. Est-ce que Ludovic, il y a besoin de compléter ou ça répond à la Non, question? non, ça répond à ma question. C'était notamment pour savoir s'il y avait un temps dédié réellement dans le temps d'exécution du chantier. Parce qu'en fait, ça peut être une petite option si on impose, je schématise, une semaine de formation à n'importe quelle entreprise sur le béton de chambre. Ça permet d'une montée en compétence et que tout le monde puisse potentiellement répondre sans forcément se dire bah, je suis pas formé, je peux pas répondre. oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et, Ça euh, et éviterait les lots infructueux et ça permettrait peut-être à des entreprises d'oser Voilà, se se prononcer. diversifier. ouais, Mm. exactement. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et après, ce qu'il faut se dire aussi, par exemple, juste pour nous sur le chantier, là, on en est au moment où on fait tous les enduits de façade. Et on a beaucoup, beaucoup de détails de mise en place, de continuité d'étanchéité, de détails d'étanchéité. Et par exemple, là, nous, on met un gros, gros temps pour faire appliquer ces détails-là qui sont vraiment spécifiques aux enduiseurs pour qu'ils prennent bien conscience et pour respecter en fait ce qui a été fait en laboratoire et qui prennent conscience en fait de l'importance de l'enduit qu'ils sont en train de faire en extérieur et en hauteur. Parce que là, ici, la problématique, c'est surtout de monter en fait. Mm. Ok. On a une question de Marie ensuite. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Du coup, oui, Super. bonjour, merci pour la présentation. Moi, c'est surtout sur la problématique du séchage. J'aurais voulu avoir un peu plus d'informations et sur ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour limiter ce temps de séchage. Alors, Euh, le temps de séchage, les règles pro, elles disent 21 jours. Avant, nous, donc là, on a travaillé avec ces Saint-Astier, avec Isocana et puis Bâti Chanvre Plus, je crois que ça s'appelle la chaux. Et donc là, au démarrage, ils nous disaient 1 centimètre par face et par semaine. C'est ça. Euh, En évoluant un petit peu dans le chantier, à un moment, on s'est dit, enfin, selon les types de parois, plutôt 2 centimètres par face par semaine. Euh, après, c'est vraiment assez empirique. Par exemple, là, pour arriver à se dire que tout était OK, on a fait un relevé assez exhaustif du taux d'humidité paroi par paroi avec plein de relevés en fait sur les parois. Et on s'est, avec le plan assurance qualité et les tests qui ont été faits en labo, on visait en fait 2% d'humidité maximum. Donc, quand on était au-delà, et en fonction du reste des autres tests, on laissait encore sécher. Après, à mettre en œuvre sur place, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a commencé là à projeter au tout début toutes les parois où on savait qu'elles auraient plus de difficultés à sécher. Et celles qui vraiment étaient très bien exposées et tout ça, on les a faites plutôt à la fin, plutôt après. Mhm. Euh, on laisse toujours, en fait, on passe notre temps à réouvrir les fenêtres quand elles sont posées pour que tout continue à ventiler pendant qu'on continue le second œuvre. Voilà. Après, on peut accélérer avec des ventilateurs, je crois. Oui, il y a des systèmes de gros ventilateurs de chantier qui permettent en Ouais. fait d'évacuer plus rapidement aussi l'humidité. Et puis moi, j'avais une question pour compléter ce que Marie vient de demander. C'était la période à laquelle ça a été projeté. Est-ce que c'était plutôt en hiver, plutôt en été? Parce que ça peut aussi être un facteur important à prendre en compte. Oui, alors on a eu du décalage, donc le bâtiment sur cour, il a été heureusement, donc c'est celui qui est le plus enclavé, qui est le plus bas, qui est vraiment entouré. En gros, en pourcentage de façade, on a beaucoup plus de façades mitoyennes que de façades sur rue. Mm. Donc celui-là, on a pu le commencer le premier et heureusement, il a été projeté plutôt à l'été. Ok. Donc c'était vraiment la très bonne période. Ça a séché plutôt vite. En revanche, pour le bâtiment sur rue, donc on a pu projeter tous les mitoyens pareil en septembre, enfin à la rentrée, donc c'était OK. Et le bâtiment sur rue, l'entreprise a fini de projeter les façades là en période d'hiver. Euh, mais pour autant, en fait, c'était celles qui étaient les plus hautes, ventilées vraiment des deux côtés.
Donc ça allait quand même, mais c'était pas le meilleur moment pour projeter. Ok. Est-ce qu'il faut les protéger de l'exposition à la pluie en cours de séchage? Oui, alors ce qu'on a fait sur place, donc normalement quand ils ont fini de projeter, ils doivent faire une petite projection de chaud en fait, Ah, qui ok. permet de faire une première protection. Et là, ce qu'on a fait en plus, notamment au niveau des mitoyens, c'est que tout a été, on a mis des membranes, par vent et par pluie, qui protégeaient en fait les infiltrations, entre les murs mitoyens. Et les murs les plus exposés aussi, on avait tendu ces membranes pour, protéger, en plus quoi D'accord. de ça. Parce qu'ici, c'est vrai que moi je travaille sur les bâtis anciens, là, sur les colombages, la personne fait l'enduit 1 an après. On fait faire l'enduit à la chaux 1 an après la mise en œuvre du béton de chaux-chanvre. J'imagine que là, sur ce type de projet, c'est pas possible pour le maître d'ouvrage. 1 an après? Non, ouais, déjà, Mais ça fonctionne quand même, quoi. Là, faites l'enduit combien de temps après avoir mis en œuvre le Bah, là, béton de chanvre? il est en cours, on est en avril, et les dernières projections ont été terminées, en janvier, mi-janvier, on va dire, donc Ah oui, donc c'est quelques mois vraiment. après. Ouais, les maçons, ouais, ils reviennent 1 an après, ils me disent les enduits 1 an après. Bon, je suis en marché privé, hein, donc il y a moins d'impact. Les clients sont OK avec ça. Ouais, ouais. Mais oui, on pourrait le faire avant. Mm. Oui, Si, ce que nous disait, Laurent Mouly, c'est qu'en fait, ça continuait quand même, en plus, enfin, ça continue encore à sécher, même 1 an après, Oui. avoir livré, ça continue à sécher. Donc c'est pour La ça qu'il est carbonatation se fait en fait avec la chaux. ouais, C'est ouais, ça. ouais, C'est ouais. toujours un processus vivant. Ouais. Mm. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de jamais, bloquer, en fait, les transmissions de vapeur d'eau, sur ce matériau-là pour que ça continue, en fait. Oui, du coup, le bâchage, il se fait par un écran par pluie, une membrane par pluie. Oui, alors là, c'est pas vraiment, c'était pas, le long du mur, hein, c'était vraiment au-dessus, Au-dessus, pour éviter, voilà, que ça pénètre, en fait, entre les 2 murs, mitoyens. mitoyen, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, c'était assez clair. En tout cas, merci encore Sylvia pour la présentation. Super, merci à vous. Juste pour finaliser très rapidement, parce qu'on a déjà un petit peu débordé, mais c'était juste pour vous réindiquer un peu le cycle de webinaire. Donc les Midis du Chanvre, en fait, c'est quelque chose qu'on anime avec la Chambre d'agriculture. Donc il y a différentes thématiques. Le mois dernier, c'était plutôt à destination des agriculteurs. Ce mois-ci, donc là, aujourd'hui, on était plutôt sur la prescription. Le mois prochain, c'est plutôt sur le chanvre textile. Et nous, on réanime plutôt au mois de juillet, où on va avoir le témoignage d'un artisan, sur la partie construire et rénover avec du chanvre. Et puis jusqu'en décembre, on aura d'autres webinaires sur d'autres débouchés. En tout cas, on aura fait le tour de toute la filière chanvre d'ici la fin de l'année. Les prochains rendez-vous très très vite. Le 6 mai prochain, on a une démonstration de béton de chaux chanvre qui va se faire à Buchy, donc au nord-est de Rouen. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'avez jamais eu la chance d'assister à une démonstration. Donc il y aura l'artisan et l'architecte sur place pour présenter le projet. Et puis on organise aussi un tourbus chanvre du champ au bâtiment. Donc on s'inspire un peu de ce qu'a fait Ecopolis l'année dernière et il y a 2 ans. Et donc là on essaye en fait d'aller visiter de la parcelle agricole jusqu'à un bâtiment livré, toutes les étapes en passant par la chanvrière. Donc on va aller visiter Agrochanvre. On va aller sur un chantier en cours. Donc voilà, il y a des places, le bus n'est pas encore plein, donc si certaines personnes sont intéressées, il y a possibilité de s'inscrire également. Ben voilà, encore merci Sylvia pour ta disponibilité et puis merci à tout le monde pour votre présence. Bonne journée, bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir.